merci d'être venu pour cette conférence un petit peu particulière aujourd'hui, une conférence jonglée, une conférence sur la jonglerie musicale, sur l'art de la jonglerie musicale. Mais alors avant de commencer, je veux faire un truc que j'oublie tout le temps, mais là je ne veux pas oublier, je veux remercier. Je vais remercier évidemment l'Institut français, surtout Laurence de m'avoir accueilli ici parce qu'elle a été précurseur de toute une tournée qui s'est faite en Asie du Sud-Est. Une vingtaine de dates, on a joué pour des aveugles, pour des sourds, ici à Vientiane, on a joué donc un spectacle de jonglerie pour aveugles et sourds, on a joué ici, puis après on a joué tout en Indonésie, et ça s'est fait grâce à Laurence en fait. Voilà. Donc merci à toi Laurence, merci à l'Institut français. Alors, on peut pas commencer une conférence, je ne pouvais pas commencer une conférence sans faire un petit hommage aux Laotiens, parce qu'on est au Laos, et si on est ici, c'est qu'on aime le Laos. Je ne sais pas vous, mais moi c'est ça. Donc, je vais commencer par un petit chant. Un chant que je ne pense pas que vous le connaissez, je ne sais pas. O Duang Chang Pa Verak Som Do Nu Ken Phang So Ngong Hen Quay Jai Ao Nik Kun Dai Nai Kim Jao Hong En Son Dok Mai Virak Quay Thong Tai Dai Na Vera Wam Nao Trái xoay băng tàu hao hai sổ ca Chào đoàn trong ta Kim barak quê nhân đi Kim chào sam can Tít ban hoa trời Ben na khai Ben vai sân sôi nhăn nhau hồ đông Ô đoan trong ta Nga đông kim châu Ban bột ben cao Tít bắt chặt bay Chào Đê đa quăng nào Trái xoay băng tàu hao hai sổ khai Chào đoàn trong ta Nà lát quăng hát Thì không có nhắm lý ơi Dans un de ses écrits, le poète Alain Marc dit ceci. Mais comment comprendre le monde sinon en le jonglant? Eh bien, je pourrais vous dire que même en le jonglant, on n'est pas plus avancé. Mais pour ma part, c'est en ces chemins jonglants que j'ai parcouru, que je parcours ce monde pour en observer toutes les richesses culturelles. Et ces richesses culturelles me posent des questions, moi, sur mes racines, en fait, sur mes racines de jongleur, mes racines locales. Et donc, il y a une phrase que Jean-Jacques Rousseau disait, cette phrase, c'est celle-ci, pour étudier les hommes, il faut regarder autour de soi. Mais, pour étudier l'homme, alors il faut porter son regard au loin, pour en observer les différences et pour en découvrir les propriétés. Eh bien, c'est ce que nous faisons, nous, avec mon épouse Véronique, ici présente. C'est-à-dire qu'on va au Laos depuis, on vient au Laos depuis 18 ans. Maintenant, on essaye d'enregistrer les musiques, ou alors de se questionner sur les musiques de chaque ethnie, une par une, pour tenter de comprendre la richesse à travers la musique. Et ça a eu un effet dans mon travail énorme, c'est-à-dire que en gros, un jour, il y a quelqu'un dans un village qui m'a pris le micro, il a retourné vers moi, il m'a dit « Mais toi, est-ce que tu peux me chanter quelque chose de chez toi ?» Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit « Mais évidemment, moi, je ne connais pas assez ma culture, j'habite où? J'habite dans le Béarn, je suis béarnais. » Et c'est donc en allant découvrir les richesses d'autres pays que je me suis interrogé sur ma richesse locale et les racines de mon métier de jongleur, en fait. Alors oui, mais comment comprendre le monde sinon en le jonglant? Parce qu'on n'est pas tous des jongleurs avec des balles. D'ailleurs, est-ce qu'on doit dire jonglage ou jonglerie? Tu penses qu'on dit jonglage ou jonglerie? Alors, en fait, c'est deux choses différentes. En France, quasiment 95% des jongleurs parlent de jonglage. On parle aussi de la jongle. On parle des jongles. Mais moi, je préfère parler de jonglerie. Pourquoi?
le jonglage, c'est lancer des objets en l'air, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que le vocabulaire d'un jongleur, c'est lancer des choses en l'air. Mais ce n'est pas l'objectif. Alors, sauf dans le cirque traditionnel, ou alors quand l'objectif est uniquement sportif, l'objectif d'un jongleur, c'est avec ce vocabulaire-là, c'est d'écrire une partition, d'être auteur de quelque chose. C'est pour ça que moi je préfère parler de jonglerie, parce que dans le mot jonglerie, ça englobe en fait tous les arts qu'on peut coller au jonglage, notamment la musique, mais qui peuvent être la danse, qui peuvent être le travail du corps, de la respiration, du mouvement, qui peuvent être le travail graphique, qui peuvent être le travail informatique, et tous ces arts-là participent finalement, à mon sens, à l'art de la jonglerie. Voilà. Et moi, dans cet art de la jonglerie, dont on connaît finalement très peu de choses, à l'heure actuelle, en 2015, on connaît à peu près 30% de ce que c'est que la jonglerie en fait. Donc c'est hyper intéressant d'être jongleur, parce que tout reste à découvrir. Là, en l'espace de 5 ans, 10 ans, le milieu de la jonglerie a complètement explosé en fait. Et je pense qu'on peut découvrir encore beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que je parle de jonglerie, l'art de la jonglerie. Et là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'art de la jonglerie musicale. Voilà, ce n'est qu'un pendant de la jonglerie en fait. Donc, on peut penser que la jonglerie est quand même extrêmement complexe et est un art à part entière. Alors, je prends quand même mes notes, parce que j'ai fait des notes. Alors, passer après un super conférencier, c'est pas facile. Donc j'ai fait des notes. Alors, je vous propose une petite chronologie succincte. Petite chronologie de quelques jongleurs qui ont marqué notre époque. On va commencer à partir du moment où on a des traces des jongleurs. Les traces des jongleurs, on a... Alors, c'est pas encore les diapos, c'est dans 2 minutes. Les traces des jongleurs, on a des traces des jongleurs en Allemagne, dans un musée allemand, moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Un jongleur qui fait des équilibres, une petite statuette qui fait avec 3 balles. Il tient une balle dans chaque main, une balle dans une main, une balle sur la tête et une balle sur le genou. Et donc il est en équilibre. Donc ça c'est une statuette moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Dans les tombes de Beni Hassan en Égypte, on a à l'intérieur des iconographies, des peintures murales, des fresques, et qui représentent des femmes jongleuses. Ça je vais vous le montrer après. Des femmes jongleuses et qui font du passing. Donc là on peut penser que là déjà l'art de la jonglerie est déjà sacrément développé en fait. Et puis après on remonte et on arrive au Moyen-Âge. On arrive au Moyen-Âge où là ça commence à être intéressant parce que il y a les premiers écrits des jongleurs. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont été à mon spectacle, mais il y a, dans mon spectacle que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je fais un chant qui est issu des jongleurs du Moyen-Âge. En fait, au Moyen-Âge, il y a un gars qui s'appelle Guiraud de Calençon. Guiraud de Calençon, qui à peu près dans l'époque 1240, entre 1220 et 1240, on ne sait pas à peu près, c'est à peu près cette époque, qui, devant l'affluence des jongleurs, devant la masse de jongleurs, il y en avait énormément des jongleurs, il a écrit ce que devait savoir faire un jongleur au Moyen-Âge. Voilà. Et ça, il a composé une chanson, donc il a fait tout un texte. Si vous voulez, je vous le chante. Mais juste avant ça, je peux vous dire que, juste en 2 mots, au Moyen-Âge, les jongleurs étaient avec leurs amis les troubadours, qui eux écrivaient, c'était des gens lettrés qui écrivaient des poèmes, qui écrivaient des textes, et les jongleurs étaient des faire-valoir. En fait, les jongleurs lançaient des balles en l'air, lançaient des couteaux en l'air, en fait, ils rassemblaient la foule, en fait. Et puis après, progressivement, ça s'est transformé, c'est-à-dire que les jongleurs ont commencé à composer, les jongleurs ont commencé à devenir des auteurs. Alors maintenant, moi je fais le malin en me disant que ici en 2015, des jongleurs sont auteurs, mais en fait c'est tout à fait ancien, c'est qu'ils faisaient ça au Moyen-Âge, et peut-être qu'ils le faisaient sacrément mieux que moi. Alors, je vais vous présenter un instrument de musique quand même, que j'ai fabriqué, parce que comme je suis jongleur, je me dis qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire comme ils faisaient au Moyen-Âge, c'est-à-dire que de faire mon instrument de musique avec lequel je vais travailler. Alors cet instrument de musique s'appelle une citole, C-I-T-O-L-E. Et alors cet instrument de musique, il est assez révolutionnaire, il n'est pas très connu, même des musicologues. Il est assez révolutionnaire, pourquoi? Parce qu'il y a un trou dans le manche. Il y a un trou dans le manche, alors au début, on peut se dire, bon voilà, c'est plus pratique, mais en fait non. C'est que finalement, ce trou dans le manche permet qu'on puisse bouger avec.
Donc en fait, c'est un instrument de musique qui a un rapport au mouvement. Alors ça par contre, ça c'est quand même assez nouveau, enfin c'est super ancien, mais en fait c'est quand même une idée assez incroyable quoi. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les jongleurs, qu'on imagine avec les gros lots et tout, mais ils n'étaient pas du tout comme ça, au Moyen-Âge, les jongleurs, ils avaient déjà pensé qu'un jongleur, un jongleur qui fait de la musique, on peut aussi le regarder. On peut l'écouter, mais le regarder aussi. Et alors ça, ce sont des idées qui ont pétri moi tout mon univers. Autant tout à l'heure je parlais du travail qu'on fait avec Véronique sur le retour aux racines. Donc tous les instruments que vous voyez là, ce sont des instruments qui font partie de mes racines, même si le canon, je ne suis pas laotien, mais quand même, au bout de je sais plus, ça fait 25 ans que je viens ici, je me sens quand même un petit peu laotien. Même si je suis berné, mais quand même je mélange toutes ces racines. Et ce sont ces racines qui pétrissent mon univers de création. Alors, je vais vous chanter un chant qu'a écrit Guiraud de Calençon en 1220-1240, et je vais vous le chanter en français, et puis après, dans la langue originale. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit que finalement, les musiques traversent les époques de manière incroyable. Sache bien trouver et bien rimer, sache trouver un jeu parti, sache jouer du tambourin et faire sonner la chiffonnerie, sache imiter le chant des oiseaux et faire sonner la chiffonnerie. Jongleur, fais préparer 9 instruments. Si tu apprends à bien en jouer, ils suffiront à tes besoins. Sache sauter au travers de 4 cerceaux, faisant résonner les grelots. Sache lancer en l'air des petites pommes, les rattrapant sur des couteaux. Sache faire des tours avec des corbeilles, sache faire danser la citole. Jongleur, fais préparer 9 instruments. Si tu apprends à bien en jouer, ils suffiront à tes besoins. Ça, c'était le texte traduit en français. Alors, je vous le chante maintenant dans la langue originale, avec un morceau de musique que j'ai pris, donc qui est un morceau médiéval, qui fait... Il y a un petit côté rock et un petit côté reggae, quoi. Saps trobar ben tombar ben paralleggiare partir, toboreggiare, toleggiare, fer la sinfonia brughir, e vos pomesse all'ascolto e saps chitarre tenir. 9 instruments si bel apprenes ne potate hops retenir, 9 instruments si bel apprenes ne potate hops retenir. E si stolare, mandurcare per 4 serpe salir. Sappias trovare ben tombar la giga nessun escarzir. Jongleur les dides all'alteri faras discorre strangir. 9 instruments si bel apprenes ne potate hops retenir, 9 instruments si bel apprenes ne potate hops retenir. Ça c'est médiéval. Ça c'est un chant médiéval. Alors, quand je le fais en France dans des classes ou des musiciens, je leur donne plusieurs morceaux de musique et ils essayent de chercher le morceau médiéval. Et en fait, finalement, ils ne se trompent jamais. Donc il a une consonance assez médiévale, mais voilà, on peut dire qu'ils écrivaient bien de la musique au Moyen-Âge. Alors, maintenant on va passer sur un petit survol succinct de tous les grands noms qui ont un petit peu pétri la jonglerie en fait. Alors, je vais appuyer sur le bouton, c'est hyper technique. Tac. Là, ça arrive en 15 secondes. Enfin, 17 secondes. Exactement.
Donc on est parti tout à l'heure, donc je vous ai parlé des traces, donc les traces les plus anciennes, c'est moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Super, ça arrive. Et donc on a des traces de jongleuses qui sont moins de 1900 ans avant Jésus-Christ. Ah voilà. Alors la photo est un petit peu en basse définition, mais je ne suis pas arrivé à la télécharger. Et alors ça, ce sont des fresques, des peintures qu'il y a sur les tombeaux en fait, de Beni Hassan en Égypte, moins 1900 ans avant Jésus-Christ. Alors, on va passer à un autre personnage qui est un personnage, lui, qui a été incontournable mondialement, c'est Enrico Rastelli. Rastelli, donc évidemment, c'était un Italien. Alors lui, ça a été le dieu du jonglage. Alors il ne faut pas se tromper, hein. Ces gens-là sont des milliardaires, multimilliardaires avec leur art. Hein. C'est pas des gens qui travaillent dans la rue. Et donc, alors, le jonglage, on a eu une visibilité de qu'est-ce que la jonglerie à travers son travail. C'était le premier, donc c'était dans les années 30, 20-30. C'était le premier à faire des numéros de 45 minutes. Et alors Enrico Rastelli était quelqu'un de complètement incroyable, avec une jonglerie faite d'équilibre, mais aussi faite d'acrobatie. C'était un gars qui était capable de jongler à un bras, de sauter à un bras pour tenir en équilibre. En même temps, sur les jambes, il avait des cerceaux. Et sur le côté de la main, il jonglait à 2 balles, comme ça. Il y avait plein de trucs qui moi, me semblent complètement hallucinantes. Si je devais faire un comparatif de technique entre ma technique à moi et sa technique à lui, je dois être à 12-13%, à peu près. C'est-à-dire que c'est le genre de gars qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il vient. C'est Rastelli. Alors lui, il a bouleversé complètement. À partir de ce moment-là, c'est lui qui a donné un petit peu toute la bibliothèque de ce que pouvait être la jonglerie. Alors voilà, là on le voit dans d'autres acrobaties. Donc par exemple un équilibre sur un ballon, sur les mains. Voilà, ça posait aucun problème. Des équipes de 3 ballons. Alors ça c'est quand même assez incroyable, hein. Tenir un premier ballon sur un autre, bon ça reste facile, sauf que à partir du moment où il y a 2 points de déséquilibre, je sais pas. C'est un truc que j'ai pas compris. Voilà, donc ça c'est Enrico Rastelli. Rastelli, c'est le personnage le plus emblématique en fait de la jonglerie. Tout le monde en parle. Enrico Rastelli a inspiré d'autres personnes et d'autres jongleurs ont commencé à prendre quelques parties du travail que faisait Enrico Rastelli et à le développer un petit peu plus. Et alors c'est le cas de Francis Brune. Francis Brune, lui je ne l'ai jamais croisé, il est décédé il y a 5-6 ans. Il a joué jusqu'à 95 ans avec Paco de Lucia, et ce qu'il faisait à 90 ans, nous les petits jongleurs de 25 ans, on ne pouvait rien faire à côté. C'était d'un niveau mais complètement incroyable. C'était d'un danseur et lui il a développé complètement le côté le mouvement en fait, le mouvement, et donc il faisait un numéro qui faisait 7 minutes, donc toujours le même numéro hein, pendant 50 ans, le numéro ne bouge pas, hein. Dans le cirque traditionnel, on se passe les numéros de père en fils, et les numéros il faut une dizaine d'années pour apprendre à le faire, et puis après une quinzaine d'années, comme dans tous les métiers, pour savoir travailler en fait, en public. C'est comme dans tous les métiers, c'est pas plus dur que vos métiers, mais ça prend du temps. Et lui, Francis Brune, était un danseur, était un très très bon danseur, il était très souple et donc il allait très loin dans les mouvements. Alors Francis Brune est quand même, moi c'est une des personnes qui m'a le plus inspiré, une des personnes qui m'a le plus inspiré. Ça c'est toujours Francis Brune qui en même temps qui faisait rebondir un ballon, jongler à 5 ballons ou 4 ballons en même temps. Alors c'est des exercices qui sont assez difficiles, assez périlleux. Voilà. Francis Brune. Alors ça, vous connaissez cette carte postale. C'est une carte postale. Donc c'est Francis Brune qui a fait ça lors d'un pari avec son copain. Tiens, tu prends la photo. Bon voilà. Et donc ça, c'est une carte postale à Paris en fait qu'on retrouve un petit peu partout à Notre-Dame. Donc là, c'est au Trocadéro. Derrière, il y a 20 mètres. Hein. Il y a 20 mètres derrière le mur, quoi. Derrière le mur, il y a 20 mètres de vide. Et alors maintenant, ça, les 3 personnes que j'ai montrées là, Rastelli, Francis Brune, Francis Brune, eux, c'est des personnes qui sont de l'ancienne génération, qui ont redonné une impulsion à la jonglerie. Je dis parce que je pense qu'il y a eu déjà des impulsions qui ont été données moins de 2000, 3000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, mais on arrive maintenant dans une époque qui est un petit peu plus moderne. Alors Michael Motion,
Maintenant, il a 64 ans, là c'était il y a longtemps, mais Michael Moschen, lui, a bouleversé l'univers de la jonglerie. Pourquoi? Parce qu'il a inventé des boules en acrylique, vous savez, les balles transparentes que les jongleurs font rouler. Et alors c'est lui qui a complètement inventé ça, il les a fait faire, il a déposé le brevet, et il a commencé à se poser des questions sur le rapport au corps, la danse, la respiration, les énergies, comment faire passer des... Donc du coup, lui, c'est un chercheur, en fait. C'est un chercheur et qui a inspiré une centaine de jongleurs derrière lui, en fait. Michael Moschen, voilà, c'est lui, quand il était plus jeune. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, hein, en fait, parce qu'il voulait voir la Chistera, il a beaucoup aimé mon travail avec la Chistera, et il a joué un spectacle, il s'est assis, il est arrivé avec son petit ventre, il a 64 ans, un petit peu papy, là c'était il y a longtemps, hein. Et puis il s'assoit et il commence à faire rouler ses boules de cristal, et on était une salle de à peu près 400 ou 500 jongleurs, et là, on n'entendait pas une mouche voler, c'est-à-dire qu'il nous a captivés. Et pendant 7 minutes, c'était incroyable. En fait, il dégage une magie avec ces balles qui roulent un petit peu partout. Et puis, à cet âge-là, il y a une expérience qui est phénoménale. Parce que les artistes, quand même, se bonifient avec l'âge. Et les meilleurs artistes, mais ça commence à la cinquantaine, en fait. On le constate. Au début, on veut chercher, on veut prouver au monde qu'on est les meilleurs, qu'on est bon par de la technique, on fait des saltos, on envoie le plus de balles en l'air. Et puis après, il y a la maturité qui arrive. Et ça arrive à la cinquantaine. Et puis après, le travail devient plus juste, devient plus fin, et là on arrive à travailler un petit peu mieux et plus juste. Et lui, il continue à travailler encore, et il fait des spectacles incroyables. Alors, une autre photo de Michael Moschen, qui pour moi me parle énormément parce que c'est de la jonglerie musicale. C'est-à-dire que là, il jongle avec des balles rebonds, et c'est lui qui a un petit peu lancé aussi ce système de balles rebonds, en fait, à contrôler un rebond. C'est-à-dire qu'il lance, les balles rebondissent sur les pans inclinés du triangle. Les plaques de bois ont des épaisseurs différentes qui donnent des notes différentes. Donc il fait rebondir sa balle, et donc il y a quelque chose de très graphique et de très rythmique. Et lui, il a commencé à donner une impulsion sur la jonglerie musicale. Maintenant, on va passer à une autre génération de jongleurs, une génération qui est ma génération, un petit peu 10 ans de plus. Et on va passer sur le jongleur français qui, inspiré de Michael Moschen, inspiré de Francis Brune, inspiré de Rastelli, a fait une sauce de tout ça. Et c'est Jérôme Thomas. Jérôme Thomas, c'est un gars qui a... Jérôme Thomas, il doit avoir 53 ans, je pense, 52, 53. Et en fait, Jérôme Thomas, il a du génie dans son travail. Pourquoi? Parce que ça a été le premier en France à nous prouver, à nous qui avions 10 ans de moins, qu'un spectacle, on pouvait être auteur d'un spectacle. On pouvait écrire un spectacle de jonglerie, et un spectacle de jonglerie n'était pas seulement envoyer des babales en l'air pendant 1 heure. Non, on pouvait l'écrire d'abord sur un papier, développer des idées, et façonner des idées avec... C'est-à-dire qu'on est auteur, en fait. Et donc, dans ces premiers spectacles qui sont, à mon sens, des chefs-d'œuvre de jonglerie, qui sont extra belles, que Laurence connaît très bien, parce que Laurence était une des premières administratrices de Jérôme Thomas. Et donc ce gars-là, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant en fait. C'est très certainement un des jongleurs, il y en a 2, que je respecte le plus. Pourquoi? Parce qu'avec ces 3 balles, sans effet graphique d'ordinateur, il dégage une magie. Et ça, c'est quand même rare. C'est-à-dire qu'avec juste le travail, la transpiration, parce que pour arriver à dégager une magie, c'est des centaines et des centaines d'heures sur scène à se poser des questions en se disant mais est-ce que c'est bien ce qu'on fait ou pas. Alors ça c'est une première photo de Jérôme Thomas avec une plume, il jongle avec une plume. Ça c'est une deuxième photo où il danse, voilà, lui il s'envole en même temps qu'il jongle avec Jean-Luc Baez, son accordéoniste qui essaye de le suivre, qui fait ce qu'il peut, parce que Jérôme était quelqu'un d'imprévisible. Et là, par exemple, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a son accordéoniste, Jérôme il arrive sur scène, tac tac tac, il s'assoit, pam 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 pam, il commence à jongler à 5 balles sur le sol. Et là ça fait du rythme, parce que le jonglage c'est du rythme. Et ça dure 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 11 minutes, 15 minutes. Au bout d'un moment, l'accordéoniste arrête de jouer, il part. Et là, tac, tac, tac. Et là, ça continue. Et alors là, il commence à travailler sur l'énergie du public. C'est-à-dire que le public retombe. On se dit au bout d'un moment, bon, d'accord. Et puis après, on se dit, mais ça tient toujours. Mais comment il fait? Et là, il y a une magie qui se dégage. Voilà. Et donc ça c'est aussi de la jonglerie musicale, en fait. Donc cette personne-là,
a influencé tous les jongleurs dont je suis, et qui influence encore maintenant, en fait, parce que Jean travaille encore, il est très très actif dans le milieu des arts, de la jonglerie. Alors, la personne que j'admire le plus, moi, c'est Nikolaos. Nikolaos, on était à l'école ensemble, il a pas tout à fait mon âge, il doit avoir 50 ans. Nikolaos, après des études et des diplômes de philosophie, il a décidé d'être jongleur. Et alors, Nikolaos, qui est absolument génial, c'est un clown. Et il a un univers qui est extrêmement particulier, c'est-à-dire qu'il parle, en fait, il travaille principalement sur ce que provoque la chute d'une balle chez un jongleur. Voilà. Donc tout ça englobé dans un travail de clown où on n'arrête pas de rire. Et c'est quelqu'un avec qui ensemble on a entamé tout un cursus de correspondance, c'est-à-dire qu'on correspond, on s'appelle régulièrement pour voir où est-ce qu'on en est, on mange ensemble, on discute. Voilà, c'est celui que j'admire le plus, en fait, des jongleurs. C'est quelqu'un de très très réfléchi. Et alors il fait un spectacle qui s'appelle Jongleur, qui est absolument passionnant, de clown, c'est totalement hilarant, où l'idée c'est ça, c'est que c'est un jongleur qui rentre du travail, sa femme lui demande « Qu'est-ce que t'as fait chérie aujourd'hui ?» Le gars il dit « J'ai envoyé des balles en l'air. » Juste ça. Et tout ce que ça lui provoque, le fait d'avoir juste envoyé des balles en l'air, sans ramener de l'argent financièrement, et qu'est-ce que ça fait chez un homme de dire ça à son épouse, en fait. Voilà. Et alors, donc, du coup, on passe par des états qui sont hallucinants, en fait. Donc ça, c'est Nikolaos. Alors, je passe. Alors, donc ça, c'est dans un de ses spectacles, parce qu'il a beaucoup d'objets, il manipule beaucoup de choses. Et ça, c'est dans le spectacle Jongleur. Alors ça, c'est York Müller. York Müller, c'est un gars qui a cette fois-ci mon âge, et qui est très intéressant. C'est un Allemand qui était à l'école de Chalon, hein. Il est sorti un petit peu après moi. Sauf que lui, il a du génie. Il y en a peu, des gens qui ont du génie, des artistes qui ont du génie. En fait, il y en a peu. Lui, il a du génie parce qu'il a inventé... Il est souvent sur des choses qu'il invente qui sont incroyables. Par exemple, il a des tubes qui sont suspendus à une ficelle, qui font de la musique, et en fait, qui manipulent dans l'espace, et en même temps, il fait de la musique. Donc ça, on est vraiment dans la jonglerie musicale. C'est plus de la manipulation, mais c'est une jonglerie qu'on écoute. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut fermer les yeux et on le voit, on l'écoute. Voilà. Ça, c'est York Müller. Il a aussi un autre truc qui est incroyable, que vous avez peut-être pu voir. Il le fait depuis presque 15 ans maintenant. C'est un tube dans lequel il y a de l'eau, large à peu près comme ça. Et donc, il est à l'intérieur du tube. Donc, ça fait un petit peu jongleur dans une boîte de formol. Mais en fait, c'est génial parce que ça... c'est une performance en fait, c'est quelqu'un qui invente des choses qui sont... alors, c'est toujours limite avec le jonglage, mais c'est toujours très intéressant. Donc ça, c'est York Müller. Après, on a un gars qui s'appelle Adrien Mondo, qui, lui, ne sort pas des écoles. Adrien Mondo, c'est un jongleur qui est déjà passé à Vientiane, en 2007. C'est quelqu'un de très intéressant. Alors lui, c'est un informaticien. C'est un informaticien à la base, ingénieur informatique, qui est passionné par le jonglage et qui a créé un logiciel spécial qui permet d'avoir un rapport avec le mouvement sur un écran quand il est filmé par une caméra. Et c'est ce qu'on voit dans les aéroports en fait. Ça a été repris, son idée a été reprise, mais lui il va très très loin dans cette idée-là et il fait ce genre de spectacle où il est en fait il construit autour de lui des espaces virtuels en fait, dans lesquels lui il bouge, il fait bouger des balles, il jongle, il fait des manipulations, mais tout ça, ce sont des illusions graphiques en fait. C'est un jongleur qui est très intéressant. Et ça, c'est pour vous montrer aussi la richesse et la diversité des jongleurs. Ça fait partie d'un de ces spectacles où il jongle avec les lettres, tac, 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 il les envoie en l'air. Et alors, c'est très graphique en fait. Alors, c'est moins technique. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Jérôme Thomas et Nikolaos, parce qu'ils restent dans quelque chose où ils transpirent, quoi. Ils transpirent, et puis ils y arrivent des fois pas, et des fois ils y arrivent, et quand ils y arrivent, c'est magique, quoi. Et la magie, elle est créée par une vraie discipline. Là, c'est très intéressant. Là, on est sur une autre recherche avec le travail informatique. Alors après, il y a un autre gars qui s'appelle Denis Pommier, qui est plus jeune que moi. Alors Denis Pommier est quelqu'un de très intéressant aussi, parce que c'est un petit peu notre mathématicien du jonglage. Depuis 20 ans, le jonglage s'écrit. Le jonglage s'écrit. Il y a eu des thèses en mathématiques qui ont été faites par des Américains. Et donc, Denis, c'est le deuxième en France. C'est pas le premier, c'est le deuxième à maîtriser. Le premier est plus là, il nous a quittés malheureusement. Il s'appelait Vincent, c'était un très très bon jongleur.
Et Denis, c'est un des gars, un des seuls jongleurs qui maîtrise parfaitement l'écriture du jonglage. C'est-à-dire que ça a été le premier jongleur à écrire complètement son numéro de jonglage, mais de manière mathématique, hein, de manière extrêmement carrée. Donc c'est quelqu'un qui est très dynamique dans le milieu de la jongle et qui est très intéressant aussi. Après, on a une compagnie, la compagnie du Petit Travers. C'est des gens que je connais un petit peu moins. J'avais un élève là-dedans, mais la compagnie du Petit Travers a eu un élève un jongleur qui est exceptionnel, que j'ai eu d'ailleurs en élève, qui s'appelle Julien, et eux, ils multiplient le nombre de jongleurs sur scène, et avec un rapport au graphisme et à la musique. Donc là, on est dans quelque chose qui est assez impressionnant parce qu'ils sont plusieurs sur scène et avec des objets très simples. C'est-à-dire qu'ils envoient une balle en l'air, mais envoyée à des hauteurs différentes, ça fait un truc incroyable. Et donc ça c'est aussi une forme de jonglerie musicale. Voilà. Là, c'est dans un autre spectacle, leur premier spectacle qui s'appelle Pan-Pot. Et alors là, lui, c'est pas un Français. C'est pas un Français, Maxime Komarov, mais je l'ai mis quand même parce que... alors lui, il a révolutionné le jonglage au même titre que Rastelli a révolutionné le jonglage en fait. C'est-à-dire qu'il a eu un impact plus important, à mon avis, que même les jongleurs français. Alors lui, il a fait un truc qui est incroyable. Il est de la génération informatique, Internet et tout, et il s'est dit, voilà, donc il maîtrise parfaitement l'écriture du jonglage. Et comme on maîtrise l'écriture du jonglage, on peut savoir combien il y a de figures, combien il y a de systèmes, qu'est-ce qui marche pas. Donc avec des copains, ils se sont dit, on prend une semaine, et autour d'une figure de jonglage, on va faire toutes les variantes possibles et inimaginables. Sur ça, on fait une vidéo et on le met sur le net. Et bien ça, de la Finlande, où il n'y avait absolument rien qui se passait, c'est devenu une personnalité extrêmement importante, et toutes ces vidéos sont des références. Parce qu'il est finalement très très fort en technique. Donc il s'appelle Maxime Komarov. Maintenant il jongle un petit peu moins, on dit en français, hein. Mais moi je suis du sud-ouest, donc chez nous on dit moins. Il jongle un petit peu moins, mais il fait des festivals. Voilà. Alors, ça c'est une autre photo de lui. Voilà pour le diaporama. Voilà pour un petit peu tout. Alors je vais refermer. On peut rallumer la lumière, super, merci. Je vais voir. Là, on peut se rendre compte quand même de toute la richesse. Alors, j'ai pris que des jongleurs français. Hein. J'ai pris que des jongleurs français. On peut se rendre compte de toute la richesse de ce qu'est l'art de la jonglerie. Et on peut aussi se rendre compte que, finalement, être jongleur maintenant, c'est très intéressant parce qu'on a chacun notre place. Avec des petites balles qui sont les mêmes, on est des milliards de jongleurs, mais il n'y en a pas un qui jongle de la même manière, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Alors moi, dans ce qui me concerne, depuis peu, la jonglerie s'écrit, et bien moi, j'ai décidé de l'écouter pour apprendre à la faire chanter. Voilà, ça a été un petit peu toute ma démarche depuis maintenant... Ah, ça fait du bien. Depuis maintenant, je suis sorti de l'école en 92. Au début, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que avant de comprendre le métier, il faut 10 ans, 15 ans, avant de savoir un petit peu où est-ce qu'on est, où on va. Surtout nous les artistes, on a besoin de ce temps-là en fait. Il faut une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et tous les artistes c'est pareil. Et puis au bout d'un moment, on arrive à ce qui était instinctif, on arrive à mettre des mots dessus. Voilà. Et moi, tout ce qui était avant instinctif autour de la musique, parce que mes parents sont mélomanes, ils écoutent tout le temps de la musique, de Bach et tout ça. Et moi, j'ai été pétri là-dedans. Et bien, tout mon travail a été emprunté de cette musicalité en fait. Alors, je vais relire mes notes. Plusieurs facettes de la jonglerie musicale à travers mon parcours, si c'est pas prétentieux ça, mais c'est quand même un petit peu la réalité. Alors, le truc c'est que voilà, la jonglerie musicale c'est la direction que je décide de prendre depuis une quinzaine d'années. Alors j'ai créé un spectacle qui s'appelle Le Chant des Balles. Ouais, j'aurais dû faire des photos là. J'aurais dû vous montrer des photos. Avec Éric Belloc. Éric Belloc c'est un musicien qui est un luthiste, c'est un des plus grands luthistes français. Et donc on a créé un spectacle qui s'appelle Le Chant des Balles, où là moi je jongle sur des cloches, c'était un spectacle où finalement dans ce spectacle-là je découvre une chose qui est primordiale avec l'aide d'Éric, qu'un jongleur finalement il a dans ses mains un instrument de musique. Et alors tous les jongleurs le savent, qu'on a dans les mains des instruments qui font du rythme.
Mais jusque-là, personne vraiment a pris conscience que c'est pas que du rythme. On a vraiment un instrument de musique en fait. Et là, personne vraiment a développé un petit peu ce travail-là. J'ai compris par la suite pourquoi. Parce qu'en fait, c'est tellement prise de tête, c'est tellement complexe que en fait, les gens ont dû commencer à travailler et après se dire bon, on va faire autre chose qui est plus visuelle. Alors donc je crée un premier spectacle qui s'appelle Le Chant des Balles, qui en fait dans le milieu du cirque contemporain est devenu un petit peu un spectacle mythique. C'est un spectacle qu'on joue encore, qu'on joue dans les opéras. Là on sera à l'opéra de Saint-Étienne, dans pas très longtemps. Ça fait le tour de tous les opéras, on va à tous les festivals. C'est un spectacle qu'on a joué dans une 50aine de pays, on a énormément tourné, qu'on joue énormément encore beaucoup. Après je crée un deuxième spectacle, parce que en même temps on continue avec Véronique le travail qu'on fait sur le terrain, on enregistre les musiques et tout ça, et puis moi je me questionne sur mes racines, et je fais un spectacle qui s'appelle Paisai. Voilà, Paisai que je joue un petit peu moins, on l'a joué juste 100 fois. Alors pour vous donner un ordre d'idée, dans le cirque on joue 15 fois les spectacles. Mais moi je pars du principe que mes spectacles ils jouent au moins 300 fois, 200, 300 fois, parce qu'il faut qu'ils soient déjà rentabilisés, parce que c'est important. Et puis moi je me rends compte que c'est à partir de 50-60 fois que j'arrive à comprendre mon spectacle en fait. C'est bizarre de dire ça, mais c'est quand même pour moi la réalité. Je suis un petit peu lent. Voilà. Et alors j'ai créé un spectacle qui s'appelle Paisai, où là l'idée c'est les montagnes, relier le Laos et le Béarn. Voilà, par des relations qui sont improbables, mais quand même, la transition, c'est les balles, en fait. Voilà. Parce qu'au Laos, quand on va enregistrer des musiques, en fait, nous, on offre des spectacles. À chaque fois, on jongle, on leur dit, voilà, je vais vous montrer comment on jongle. Véronique, elle joue de la musique, elle joue du bac, elle joue de plein de choses. Et en fait, on fait cet échange. Et Paisai, pour moi, a été un des gestes qui a commencé à être un des gestes vraiment créateurs dans le milieu de l'écriture de spectacle. Après, avec Eric, je crée un autre spectacle qui s'appelle Bach en balle, autour de 4 suites de Bach. Alors là, la demande était différente. Eric me dit, voilà, Vincent, j'aimerais faire un spectacle autour de la musique de Bach. Est-ce que tu peux pas te débrouiller pour qu'on voit la musique? Tu vas te débrouiller. Et moi, avec le luth, je vais jouer 4 suites. Voilà. Et donc, ce spectacle-là fait aussi le tour des opéras, parce qu'en fait, on le joue énormément dans les festivals de musique ancienne. C'est celui-là qu'on va jouer à l'Opéra de Saint-Étienne dans pas très longtemps, au mois d'octobre. Après, je crée un autre spectacle qui s'appelle Jongle Doc. Jongle Doc, c'est uniquement une balade en montagne, et je fais écouter ce qu'on entend dans les Pyrénées. Mais dans tous mes spectacles, comme je le disais au début, je suis inspiré de tout ce que je fais au Laos. Donc dans tous mes spectacles, il y a des musiques qui intègrent mon spectacle et qui viennent se mélanger un petit peu à ce que je fais autour de mes traditions béarnaises. Donc ce spectacle Jongle Doc, je le joue en France énormément, en fait, dans plein de villages, dans des endroits qui sont pas équipés, où on me dit tiens, t'as un gymnase, est-ce que tu peux faire un truc? Voilà. Et puis après, il y a un autre spectacle, alors oui, qui pour moi est mon premier grand spectacle. C'est le plus risqué, c'est le plus dangereux artistiquement, c'est le plus difficile techniquement. Ça s'appelle Bal a Cappella, que je viens de jouer pour le Festival de cirque contemporain il n'y a pas très longtemps, en octobre dernier, où là c'est un tour de chant, ce n'est que du chant, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 minutes où je ne chante pas dans le spectacle. Et là, il y a un compositeur qui m'écrit une composition, juste pour un jongleur, mais il y a aussi des jongleries autour d'œuvres anciennes, et donc notamment un Stabat Mater de Vivaldi, où je chante et je jongle un Stabat Mater de Vivaldi à la manière d'un jongleur. Donc c'est une interprétation fantaisiste à la manière d'un jongleur berger, c'est un petit peu ça, si je veux être très exact. Mais je me suis dit, un Stabat Mater, pourquoi? Ça parle d'une mère qui perd son enfant. Mais au Laos, on a enregistré des pleurs, des chants de douleur, des chants de mères qui perdaient des êtres chers. Donc pourquoi ne pas les mettre en relation avec des ambiances de musique d'ici? Et donc j'ai fait un mélange des deux, en fait, et ça fait un truc incroyable. Et c'est ce que voilà, c'est le Stabat Mater une interprétation du Stabat Mater de Vivaldi. Et tout ça dans une ambiance extrêmement musicale. Et dans ce spectacle-là, j'interprète des premiers chants. Et c'est ce spectacle qui fait que je transforme un petit peu mon métier de jongleur. C'est-à-dire je jongle, mais là, la jonglerie ne me sert que à faire de la musique. Alors maintenant, j'ai suffisamment parlé, je crois. Il faut que je vous montre des trucs. En concret, ça fait quoi? Donc c'est ça le truc. Parce que là, j'ai parlé. Mais en fait, c'est très simple. Je me mets les balles là pour rester dans le fil. Je vais vous montrer des choses
je vais vous montrer ma logique qui a été au début intuitive et après sur laquelle j'ai mis des mots. Parce que moi je fonctionne comme ça, je suis un intuitif, je fais des... Donc évidemment je fais toutes mes erreurs possibles et imaginables, pour ça vous imaginez, mais je fais les choses et moi je réfléchis après, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Mais là je vais résumer de manière assez simple toute ma manière de penser. Alors au début on a un jongleur visuel. Alors ça peut être très intéressant, on peut travailler sur des visuels qui sont des beaux visuels de jonglage, qui sont intéressants, qui sont soit que de la jonglerie, ou alors on peut avoir un rapport un petit peu plus dansé au corps. Bon, ça c'est... Chaque jongleur choisit les choses. D'accord? Donc on a un visuel. Alors, sur ce visuel-là, si on remplace... Je vais prendre des grelots non résonnants. Non résonnants. Si on remplace les balles par des grelots, ça fait ça. Alors je fais la même chose. C'est-à-dire qu'en fait là on a des séquences de rythme qui sont plus ou moins rythmiques, qui sont plus ou moins cadencées, qui sont plus ou moins maîtrisées, mais on a du rythme. Et alors là, c'est ça. Alors ça, tous les jongleurs le savent. On a tous fait ça. Au Moyen Âge, ils l'ont fait. Il y a des ethnies dans les îles Tonga qui font du jonglage, qui font du chant et qui font du rythme aussi. C'est des choses qu'on sait. Mais alors après, ce qui pour moi a été une découverte, et je pense que même pour les jongleurs c'est aussi une découverte, c'est que le son des grelots, au bout de 5 minutes, ça devient vite compliqué. C'est-à-dire qu'on en a marre. D'accord? Donc on a besoin de silence. Donc on va rajouter des silences. Et c'est là où finalement le rythme commence à être beaucoup plus riche. Le rythme prend une richesse. Par exemple, là, je vous montre une figure parmi les 300 ou 500 que je peux faire qui existent en fait. Mais ça veut dire qu'en fait, avec ces silences-là, ben en fait, on peut façonner tous les rythmes qu'on veut en fait. Et c'est dans Chant de Bal, c'est ça qui a été une découverte en fait qui est assez phénoménale finalement en jonglage, c'est que on a commencé à travailler avec ces silences-là, parce que en rajoutant les silences, ben, la jonglerie devient plus riche, plus intéressante. Alors après, le truc du jongleur, c'est que évidemment le jongleur, lui, il veut jongler, il veut que ce soit plus difficile. Et... Donc après, on peut rajouter des balles. Ça, c'est pas un problème. Donc après, à nous, aux jongleurs, de se débrouiller pour avoir des figures de jonglage et avoir des rythmes qui collent. Bon, là, je fais un petit peu au hasard comme ça. Mais tout ça, c'est pour vous dire la richesse. Par exemple, si je prends 3 silences et 2 balles grelots, alors ça, en fait, c'est beaucoup plus riche. C'est-à-dire que dès qu'on travaille avec un instrumentiste, en fait, mais là, ça devient plus intéressant. C'est-à-dire qu'il a le temps de jouer. Alors, il y a plein de... Je retombe exactement sur le même rythme. Hop. Bon, évidemment, mais alors si par hasard je change, parce que là, du coup je peux changer, je peux mettre par exemple 3 balles et 3 grelots. Alors si, alors bon, ça devient chaud, mais c'est pas grave, ça c'est le problème du jongleur. Si admettons, je fais un rythme comme ça, alors après c'est là où c'est un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'il faut placer bien les balles. Il y a des rythmes. Et alors, finalement, on est sur des rythmes de musique ancienne. On est sur des rythmes de musique ancienne. Et alors là, quand j'ai un luthier qui travaille avec moi, alors là, ça devient super riche. Alors là, je vous en montre un, mais en fait, il y en a des dizaines et des dizaines. Merci, mon grand. Alors, ça, finalement... Alors, attendez, je vais le remettre dans l'ordre. Ça, pour moi, ça a quand même été... ça paraît simple comme ça quand je vous le montre, mais en fait, c'est quand même assez phénoménal comment ça peut révolutionner l'étude rythmique de la jonglerie, en fait. Mais, pour moi, je ne suis toujours pas satisfait parce que
ça reste du rythme, et le jonglage, c'est du rythme. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, maintenant qu'on a le rythme, rentrer dans une logique, il faut la mélodie. Et c'est ça qui commence à être intéressant. Comment trouver quelque chose de mélodico-rythmique? Alors, depuis à peu près une dizaine d'années, j'essaie de trouver des objets que j'envoie en l'air et qui font de la musique. Alors pour ça, les 2 années précédentes, j'ai commencé à travailler avec des ingénieurs pour essayer, parce qu'il fallait trouver une balle qui soit équilibrée, qui sonne sur la réception. Quand elle est en l'air, il ne faut pas qu'elle sonne. Bon, c'est un petit peu complexe en fait. On a essayé de trouver des systèmes, on n'y est pas arrivé. Finalement, on n'est pas arrivé. Et il fallait aussi se poser la question de la cohérence. Quels sons dans une balle, quel son est cohérent. C'est pour ça en fait que je ne me suis pas orienté vers l'électronique. C'est-à-dire que l'électronique, on peut résoudre le problème, on fait une relation en Wi-Fi, quelque chose qui touche sur le contact, mais après on a un souci qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut se perdre parce qu'on peut tout faire en fait. C'est comme si je voulais apprendre à jouer du synthétiseur sans jouer du piano avant. C'est pour ça que moi je reste dans quelque chose de très acoustique en fait, et c'est très volontaire. Donc j'ai trouvé la solution, il n'y a pas longtemps, complètement par hasard, alors que je enseignais dans une classe, avec des petits CP qui m'ont regardé la bouche bée comme ça. Et en fait, la solution, elle est très simple. Et je vais vous la montrer. Alors, je vais m'installer, parce que Lydie, elle a tout préparé. Elle m'a préparé un petit coussin. Alors, je vais vous montrer une évolution, et puis je vais enchaîner peut-être sur un chant. Est-ce que ouais, je vais enchaîner sur un chant. Hop là, ça c'est... Et alors en fait la solution finalement est assez simple, la solution de base, parce qu'après maintenant il faut améliorer le système, mais là il s'agit là c'est quelque chose de assez simple à voir comme ça, c'est assez basique, sauf que ça révolutionne le jonglage. Pourquoi? Parce que la musique peut être induite par le mouvement, mais à partir du moment où je veux avoir une musique qui n'est pas une musique répétitive, et bien là ça commence à une autre paire de manches, c'est-à-dire que ça m'oblige à inventer une manière de jongler en fait. Alors j'ai travaillé pendant à peu près à faire une musique qui n'est pas répétitive. La musique c'est j'ai du bon tabac dans la tabatière, tagadam tagadam tam tam. J'ai mis à peu près une centaine d'heures à la faire avec les balles. J'ai arrêté de le faire pendant 2 mois et je l'ai oublié. C'était pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, je ne peux pas vous le faire là, mais c'est pas grave, on va faire autre chose. Alors, ça fait, par exemple... Là, je fais des choses qui sont assez simples, mais c'est juste pour qu'on entende les possibilités, qu'on puisse un petit peu les imaginer. C'est un petit peu téléphone, ouais. Alors oui, bonjour. Ah, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Alors évidemment, après il y a le mélange des sons qui sont assez intéressants. Quand le jazz est là,
La Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la Java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Quand j'écoute Béa, un solo de batterie, v'là la Java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne à mes pieds. Ça doit pouvoir se faire. Là, par exemple, quand j'étais sur le jazz et la Java, je ne suis pas arrivé à finir, mais c'est pas grave, c'est aussi ça le jonglage. C'est-à-dire que des fois ça marche pas, quoi. Des fois ça marche pas, mais il faut l'accepter. Ça fait partie des dimensions humaines qu'on doit avoir, qu'un jongleur doit avoir, et qu'on a naturellement pas, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc ça, je voulais quand même vous montrer un petit peu ça. Et alors, ces balles-là, ça va être un petit peu, elles vont être au cœur de mon prochain projet qui est la construction d'un orchestre. Là, c'est pour ça que, aussi, de mon côté, je suis venu ici cette année. C'est-à-dire que ça me permettait de réfléchir un petit peu plus à mon projet futur, de l'année prochaine. Donc, on va commencer en 2016 par un quatuor, autour de ces balles-là, notamment, et puis après, éventuellement, un orchestre. Alors ça, c'est... voilà. Mais, quand on a trouvé ça, on se pose la question, finalement, du rapport entre le visuel et le son. Et c'est là où finalement ça nous demande un petit peu de tact. C'est-à-dire qu'il y a des chants, par exemple, qui ne supportent pas à avoir un visuel trop fort, parce qu'à ce moment-là, on oublie la portée du texte. Donc il y a des chants qui ont un visuel, qui supportent d'avoir un visuel plus fort, parce que le texte est soit léger, ou alors le texte supporte qu'on puisse un petit peu s'éparpiller au niveau de la vision. Je vais en faire on va faire un petit essai d'une jonglerie qui peut être aveugle. C'est-à-dire que vous allez fermer les yeux, et après, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. Alors, fermez les yeux. Allez, hop. Allez, hop. Si, hop. Allez, hop. Allez, hop. Passe par derrière. Allez, hop. Allez, hop. Par la fille. Allez, hop. Par la fille. Si, par la fille. Allez, hop. Allez, hop. Si, par la fille. Hop. Voilà. Ça vous parle ou Ben en fait, on est en montagne, quoi. On est en montagne, et ça, c'est un exemple qui pourrait, qui nous dit que la jonglerie, finalement, on peut aussi écouter un jongleur, en fait. Et moi, j'aime bien cette idée qu'un jongleur puisse s'écouter. Parce qu'au bout de 5 minutes, on peut en avoir marre de regarder un jongleur, ce qui est tout à fait compréhensible. Et je trouve même que l'écoute est même plus dynamique que l'image. Parce que l'image, quand on écoute un jongleur, encore faut-il que le jongleur travaille sur le son, mais quand on écoute un jongleur, finalement l'image qu'on a dans la tête peut être aussi très intéressante. Des fois même plus que celle que l'image qui est donnée par le jongleur lui-même, en fait. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai choisi de travailler un petit peu comme ça et d'essayer de jongler avec ces idées-là, en fait. Travailler sur des fois un visuel très fort et des fois il ne faut pas de visuel trop fort, en fait. Alors, je vais vous donner un exemple d'un visuel qui mérite complètement qu'on puisse faire une fantaisie visuelle.
Quand je bois du vin clairette, ami tout tourne, ainsi désormais je bois en joue pour avoir. Quand je bois du vin clairette, ami tout tourne, ainsi désormais je bois en joue pour avoir. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre, chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre, chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Quand je bois du vin clairette, ami tout tourne, ainsi désormais je bois en joue pour avoir. Quand je bois du vin clairette, ami tout tourne, ainsi désormais je bois en joue pour avoir. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre, chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre, chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Ça, dans les textes légers, on peut faire du visuel. Alors évidemment, il y a des chansons où on ne peut pas le faire. Ne clique pas, ça c'est impossible. Ça le fait pas. Et du coup, là, la jonglerie musicale, c'est là qu'elle intervient. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu dans le choix de ces sons. C'est pas de la musique, pas vraiment que de la musique, et pas vraiment que du jonglage en fait. Alors, j'avais prévu de vous montrer quoi. Elle est pour moi la bombe. Salut. Alors là, je vais vous montrer une partie où là, c'est plus l'univers, l'environnement sonore a une importance incroyable. Les compositions sont faites par Laurent. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu, sûrement si vous êtes venu au spectacle, mais quand même ça vaut le mérite de redonner un focus à cette musique-là. Je vais vous la faire, alors attendez, vous allez voir. Mais là, j'ai besoin d'une musique.
commencé. Là, elle s'est mise en boucle, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Ça donne l'ambiance. Là, l'idée du jonglage, en fait, c'était que quand on a construit ça, c'est le 7e mouvement du Stabat Mater, le Ia Mater. Quand on a construit ça avec Laurent, on s'est dit, voilà, là, le jonglage fixe quelque chose de fixe. Et de manière à ce qu'au début, les gens regardent, et puis au bout d'un moment, on arrive à... L'idéal aurait été, on cherchait à ce que les gens puissent se dire, bon, voilà, on va écouter, toc toc toc. Donc moi je reste dans une même figure en fait, et que j'installe, et du coup j'attire les gens vers une écoute en fait, une écoute de cette jonglerie. Voilà. Donc ça c'était un exemple que je voulais quand même vous donner. Voilà. Alors, je sais pas quelle heure il est. 20h35. Je vous propose qu'en finale, on va arrêter là, mais en finale, je fasse un chant qui soit en rapport avec le chant du début. J'ai fait un chant sur Dok Champa, tout à l'heure, Dok Champa qui parlait de la fleur de frangipanier. Et bien en fait, en miroir à cette chanson, il y a le compositeur, Henri Salvador, qui a écrit sur une musique existante, qui a écrit Petite fleur. Est-ce que vous connaissez Petite fleur? Eh bien, je vous le chante. Alors, attendez, je vais prendre une note. Parce qu'il faut commencer bas. Ah, il faut commencer en do. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient tous demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur, l'amour tu fleuriras pour toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Il y a quelque chose aussi que je tiens à souligner, c'est que quand on chante des chansons comme ça, au début, moi je cherchais à faire des choses plus compliquées en jonglage. Et ce qui finalement est une erreur de jongleur, parce qu'on peut toujours faire compliqué alors qu'on peut faire simple, ça fait partie du truc du jongleur. Mais au bout d'un moment, en fait, il y a un truc qui compte, c'est que si on arrive à faire simple, on arrive finalement à regarder, en fait, pas à regarder que les balles, en fait. On arrive à passer au-dessus de la jonglerie, en fait. Et là, ça commence à être intéressant parce que du coup, il y a le verbe qui commence à prendre de l'importance. Il y a le jonglage qu'on fait, la jonglerie qu'on fait, enfin le jonglage, ça c'est la technique. Mais c'est pour ça que je suis aussi dans des figures qui sont relativement simples, de manière à pouvoir passer au-dessus plus facilement. Voilà. Mais alors pour finir, mais vraiment pour finir, dans les séries des petites fleurs, on peut faire aussi, c'est une autre forme de petites fleurs, mais c'est quand même des petites fleurs. On peut faire la fille d'Ipanema. Vous connaissez la bossa nova? Allez, ça vous la connaissez, c'est sûr. Olha que coisa mais linda,
cheia de graça e ela menina que vem que passa você balança caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançado e mais que poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Voilà, la conférence est finie. J'espère que vous avez pu apprécier un petit peu toute cette richesse. Alors, j'ai pas utilisé tous ces instruments de musique que j'aurais pu utiliser, mais non, il y a un truc qui est pas mal que je peux faire, mais vraiment, parce qu'après, il y a des enfants là, donc du coup, je vais vous montrer une jonglerie qui n'est que visuelle. Alors, à condition que ça fonctionne, il faut le préparer un petit peu. Il faut le préparer, alors après, si ça marche bien, je peux le donner aux enfants. Un, c'est bon. Ah, il y a de la préparation. Alors, quand on est deux, c'est plus facile. Il y en a un qui joue, qui meuble. Où est l'assistante? Et bien voilà, c'est ça. D'habitude, j'ai une assistante en barésie. Véronique. Mais finalement, plus personne n'a voulu bosser avec moi. C'est ça le premier jongleur. C'est à cause de la poésie. Il y a un poil. Hop là. Alors, ça oui, ça c'est terrible. Du coup, ça ce n'est qu'une jonglerie visuelle. Ce n'est que visuel en fait, mais moi j'aime beaucoup ça. C'est très très facile. On a le temps de voir les erreurs là. Alors là, c'est vrai que quand on a une musique de Bach ou des Rolling Stones, ça le fait tout de suite. Là, c'est juste pour la fin.